docteur honoris causa en électro, obstétricien du tube planétaire, le nerd de 36 ans est un totem pour tous les kids qui se secouent le bas des reins en faisant boum boum. Plus fort que le skate, plus puissant que la console. Son label Headbanger leur a offert Daft Punk, Cassius ou Justice, il est leur dieu. Une divinité chrysalide qui ne vivait hier que pour la raclette et le heavy metal, mais pourrait aujourd'hui mourir iPod au point pour un bon sample et une paire de baskets. Une odyssée d'idéalistes qui ne boit ni ne fume ni ne sniffe, mais engrange. Pourtant, après tous ces zéros, Pedro repart à zéro. Adieu Galaxy Daft Punk, bonjour business. Le PDG des Dance Floor n'aime rien tant que dénicher, signer, mixer, remixer, se planter, recommencer. Sourcier du son, sans cause ni révolte, apôtre de la sensation, il mène une vie de sous-culture et d'eau fraîche. Pedro Winter, le grand divertisseur. Merci. Pedro, effectivement, je suis ravi d'avoir cet honneur de t'interviewer. Oh, c'est moi, merci Gaël de me recevoir. C'est vrai que j'ai la chance de te connaître depuis un petit moment, d'avoir connu tes débuts. Et effectivement, à l'ère du digital roi, la première question que j'avais envie de te poser, qui pourrait intéresser la salle, c'est comment on passe à tes débuts dans les années 90 du flyer à aujourd'hui maîtriser extraordinairement les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter et en faire un outil incomparable pour la promo de tes artistes. Comment tu as fait le gap J'ai pas fait d'école, j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris ça dans la tronche. Moi je suis né en 1975, donc j'ai eu, comme tu l'as dit, l'expérience du concret, du réel, des flyers, des disques vinyles, des CD. Aujourd'hui, tout ça sonne un peu obsolète. Et donc, tous les réseaux sociaux, moi, comme tout le monde, j'ai commencé avec mon premier email @easynet.fr, mon premier téléphone portable chez Itineris que j'ai acheté chez Darty. D'ailleurs, j'ai gardé le même numéro depuis 1996. Et ensuite, MySpace. Alors effectivement, on a été avec Headbanger parmi les premiers à vraiment, je crois, comprendre ce média, et plus que de me... Souvent, j'entends beaucoup de gens se sentir un peu esclaves de ces médias en disant « Oh là là, moi je passe trop de temps sur Facebook, sur MySpace ou Twitter ». Moi, je pense qu'on a réussi à dompter plutôt que de se laisser attraper dans ce cyclone. Et voilà, et avec MySpace, on a fait ça dès le début, en tout cas avec Headbanger. Quand MySpace est devenu très très gros, ils sont venus en France, on les a évidemment rencontrés, et finalement ça commençait déjà un peu à se casser la figure. Et, ils vont revenir en force là. Il paraît, j'ai entendu parler de ça, mais voilà, on a dompté l'outil, on s'est amusé avec, et finalement tout le monde a été gagnant, parce que nous, c'est vrai que ça nous a bien servi, ça nous a permis de communiquer directement avec nos fans. Et surtout, ce qui a été crucial, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était bien nous, les artistes, qui étaient derrière chaque profil. Et c'était ça la clé, finalement, quoi, j'espère en tout cas. Je ne sais pas si c'est de notre réussite dont on peut parler, mais en tout cas de notre... proximité avec le communauté de fans que vous avez pu créer grâce à ces outils. Exactement. Par rapport à cette proximité, c'est un peu ma marotte, donc j'aimerais bien te poser la question là-dessus. Le rapport entre le live et le digital. C'est vrai que tes artistes sont sur la route, dans les avions... Chaque jour, ils mixent aux quatre coins de la planète, ils enregistrent partout. Comment tu joues la complémentarité entre la vraie vie et cette vie numérique qui est tellement dans la vraie vie elle aussi? On s'adapte avec les nouvelles technologies et ce qui nous est proposé. Là, en ce moment, Ustream semble être en tout cas l'outil parfait pour nous, hein, pour des petites structures comme la mienne. C'est facile à mettre en place. J'imagine que vous savez tous de quoi je parle quand je parle de Ustream. YouTube est en train de proposer la même chose. Et effectivement, c'est des choses tellement faciles avec un laptop, une connexion Wi-Fi, et que tu sois en concert à New York, à Tokyo, à Berlin ou dans ton petit home studio à Paris dans le 18e, tu peux inviter les gens chez toi, inviter les gens... d'une boîte de nuit au fin fond de Tokyo. Donc voilà, donc encore une fois, c'est plus une question encore une fois, de s'acclimater à des choses qui nous sont proposées. Et comme on est encore jeune et ambitieux et on aime bien s'amuser, c'est vrai que le terrain de jeu qui nous est offert est plutôt excitant. Mais encore une fois, nous, on n'a rien inventé. C'est plus une histoire de... Pour rester un peu sur le petit film que vous avez vu, c'est une histoire de surfer sur la vague. Là, c'est vraiment ça le truc. Hein. Nous, on utilise les outils qui nous sont proposés. Voilà.
Dans ce surf sur les médias sociaux, y a-t-il des contenus que tu as pu produire avec tes artistes qui sont le plus mémorables, qui ont fait le plus le trou, qui ont fait le plus buzzer, au-delà du clip qui avait à l'époque battu Kanye West aux MTV Awards, qui avait fait un énorme succès? Ouais, Est-ce que tu as des exemples à nous raconter? On a fait pas quoi. Encore une fois, on cherche pas forcément à créer un contenu qui et c'est ça le danger de temps en temps un peu dans les réunions marketing dans lesquelles j'ai eu l'occasion d'aller, où on veut absolument, ok, crée-nous un contenu que les gens vont se transférer, crée une application qui va faire buzzer, etc., etc. Nous, je vous avoue, là, on a vu un tout petit extrait. Je sais, certains d'entre vous l'ont peut-être. On a cherché pour un artiste pour un duo français qui s'appelle Cassius. Il y a 1 an de ça, un peu plus maintenant. On voulait aller un peu plus loin qu'un simple clip vidéo, qui est quelque chose qu'on fait depuis tout le temps. Et on s'est dit, bah tiens, au lieu de faire un clip, on va créer une application. Et finalement, le clip serait remplacé par cette application. Et on a créé cette application, je ne sais pas si vous la connaissez, où tu poses ton iPhone devant ta bouche et tu as tes lèvres qui chantent le morceau. Encore une fois, on n'a pas spécialement inventé un concept, puisque il y a des choses comme ça qui existaient avant nous. Par contre, il semblerait qu'on est arrivé à un moment où ça a excité tout le monde et effectivement, on a été pas mal de fois récompensé grâce à cette application qui a permis de faire la promotion du groupe, la promotion de la musique, qui s'est retrouvée ensuite sur l'album de Jay-Z, qui s'est retrouvée ensuite comme musique d'une publicité de voiture. Donc ça a généré pas mal de choses. Donc on est bien content de cette petite aventure, par exemple. Très bonne transition. Tu parles de la marque de voiture. En étudiant un peu Headbanger Records, j'ai vu que tu avais fait des belles opérations avec Adidas à Marseille, avec Justice l'année dernière, et que tu avais fait aussi pour les 7 ans d'Headbanger une très belle OP de contenu avec Citroën. Est-ce que tu as des choses à nous raconter sur le rapport aux marques dans ces moments assez rares, en fait, quand on fait le bilan de tes collaborations avec des annonceurs? Alors assez rare et en même temps... Qui ont de la valeur, par cette rareté d'ailleurs. Oui, mais on est amené, effectivement... moi, j'ai eu une période artistique en plusieurs chapitres. Le premier chapitre, c'était pendant une dizaine d'années avec Daft Punk, et qui était donc au milieu des années 90. Et effectivement, c'était une période où la musique électronique commençait à mettre un pied dans le mass média, disons, et on l'entendait de plus en plus sur les ondes. Et effectivement, nous, dans notre petit milieu, on avait encore un peu peur des marques et les associations, tout ça, ça faisait un petit peu peur. Moi, j'étais le roi du non avec Daft Punk à l'époque, toutes les opportunités qui... D'ailleurs, un petit scoop, ils nous avaient dit oui sur Twizy au départ, et ils nous ont dit non après. Mais voilà, donc ça, ils sont encore comme ça. J'étais plus dans le bateau quand ils t'ont dit oui. Et donc, effectivement, maintenant, l'association, en tout cas les partenariats ou les histoires qu'on essaie de créer avec les marques, moi, c'est quelque chose qui m'amuse. C'est une nouvelle casquette qu'on nous pose sur la tête. Alors, en aucun cas, moi, je me prendrais pour un directeur de marketing ou quelqu'un qui analyse les tendances ou qui décrypte, comme certains d'entre vous l'ont fait tout à l'heure, et j'ai regardé ça avec intérêt. Mais moi, mon truc, c'est plutôt créer du contenu, faire rencontrer les gens. Après, on a besoin aussi, et je pense même si on ne travaille pas dans le même secteur, mais on se rejoint sur quelque chose, on est d'une certaine façon des filtres entre les marques, les annonceurs et les artistes. Moi, disons que voilà, je produis du contenu et je suis ravi aujourd'hui d'aider, c'est un peu, c'est pas le bon mot, mais en tout cas de collaborer avec des marques. Un rôle de passeur en fait entre tes artistes et les marques. Un rôle un espèce de scénariste, disons, pour les marques qui veulent. Je lis partout, oui, on a besoin de raconter des histoires, on a besoin d'entretenir des relations sur la durée avec nos consommateurs ou nos fans. Je trouve ça assez génial ou fou, je sais pas, mais cette espèce de rencontre. Les artistes, ok, sur Facebook, tu es fan d'un artiste, et en même temps, une marque, mais tu la likes aussi, tu es fan. Donc finalement, les marques deviennent des artistes, les artistes deviennent des marques. On est pile à ce croisement-là. Il y a quelques années, ça aurait pu nous effrayer. Aujourd'hui, moi, ça ne m'effraie absolument pas. Par contre, effectivement, à nous et
à vous ou à vous de temps en temps trouver les bons interlocuteurs pour essayer de faire en sorte que l'histoire soit jolie, qu'elle fasse rêver. Ça, c'est mon côté un peu hippie qui croit encore que en tout cas, ce qu'on fait, c'est de l'art. Et donc, on a besoin de temps en temps que les gens nous fassent confiance. Et effectivement, ça s'est passé pas mal de fois ces dernières années avec des grandes marques. C'est en train de se passer là, puisqu'on est en train de préparer des projets pour l'année 2013. Donc voilà, quoi. Moi, je suis plutôt optimiste. 2013, c'est, je crois, les 10 ans de Headbanger. Exactement. Est-ce que tu as des pépites en construction là, que tu pourrais nous révéler, les petits scoops là, sur les festivités de cet anniversaire? On est en plein dedans, on est en train de préparer tout ça. On veut faire un bel événement à Paris fin février 2013, qui est la date anniversaire. Et ensuite, on va évidemment fêter ça avec nos amis à l'étranger, puisque Headbanger rayonne aussi bien à l'étranger, voire même plus à l'étranger qu'en France. Et on va faire donc 10 dates dans les grandes capitales du monde qui nous sont chères. Je crois savoir que tu es ouvert pour des marques cool qui auraient envie d'être partenaires de ces festivités donc, mondiales. Très bonne perche, Gaël, professionnel. On est en plein dedans, justement. On est en train d'écrire tout ça. On est en train de rencontrer des gens et ça s'annonce plutôt bien. Super. Je crois que tu avais aussi envie aujourd'hui d'en profiter pour discuter avec des marketeurs, des gens de la communication. Donc si quelqu'un dans la salle ou voulez poser a une question à poser à Pedro Winter, c'est l'occasion. Voilà, il doit y avoir des questions parce qu'en tout cas, au vu des tweets, Amandine, pareil, vous avez pas une là je crois question, qu'il est battu Bordas. Comment ? Je crois que Pedro bat Nicolas Bordas au niveau des tweets. C'est formidable ça. Ouais. Tout le monde nous demande des nouvelles des Daft Punk. Tu dois sûrement savoir quelque chose. Tu dois nous préparer quelque chose. J'ai arrêté de bosser avec eux il y a 4 ans, donc, mais ils vont très bien. Bon, et une question dans la salle pour Pedro? Non. Ou peut-être en haut, non? Mais j'ai tout dit en même temps. En même temps, ça veut dire que Gaël a fait parfaitement son job. C'est formidable. Non, mais tu peux encore 5 minutes, et puis encore 5 minutes, si tu as d'autres questions à poser à Pedro. Ouais, ce qui m'intéressait quand on a préparé cette entrevue, c'était les petits conseils par rapport aux marketeurs sur leur approche des communications avec la musique, sur les objectifs qu'ils ont réellement, sur le passage d'une direction marketing à une direction des programmes, à une vision plus de direction artistique. Tu parlais d'ailleurs de Coca-Cola en exemple, et tu mettais... Oui, alors je sais pas si... Sans citer de marque, effectivement. Ouais, sans citer de marque, parce qu'après ils vont croire que je les déteste. Mais non, mais c'est vrai que quand on discutait tout à l'heure ensemble, effectivement, il y a 1000 exemples, mais il y avait cet exemple-là, effectivement, de marques qui a du mal à trouver une cohérence. Mais ce qu'on peut reprocher aux artistes, des fois aussi, donc c'est un débat, je ne sais pas s'il a vraiment un intérêt, mais effectivement, les marques, ceux qui veulent écrire des belles histoires, alors encore une fois, je sais qu'on n'a pas le droit de citer de marque, mais Red Bull, par exemple, je trouve qu'ils font plutôt un beau boulot. Ils arrivent, c'est une marque quand même qui est assez monstrueuse quand même. Donc ils font gaffe à ce qu'ils font, ils font pas n'importe quoi. Et pourtant ils ont choisi le sport extrême. En musique, ils sont ultra pointus. Et finalement leur positionnement de choisir des choses de qualité, de choisir des niches d'une certaine façon culturelle, a payé aujourd'hui, puisque maintenant ils sont leaders dans ces secteurs-là. Et au bout là, de 15 ans d'expérience, ils sont toujours présents, fidèles au poste. Et donc c'est une marque, par exemple, qui est très bien acceptée dans les musiques modernes et les musiques actuelles. Mais voilà, en fait, ils se sont pas achetés une crédibilité. Et ça, c'est le reproche de temps en temps de quelques marques qui arrivent avec ces gros sabots et qui te disent, voilà, faisons croire à vos fans qu'on est une marque cool. Une marque cool, malheureusement, ça s'invente pas, ça s'achète pas et ça tombe pas du ciel, quoi. Sans vouloir faire un mauvais jeu de mots avec le côté energy drinks, et tu parlais aussi du one shot versus le long terme, quoi. De dire que il n'y a pas forcément souvent des marques qui sont sur un territoire et qui vont y rester. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, malheureusement, mais ça, c'est dû, je pense, au changement de direction dans les grands groupes, des choses comme ça, je pense que c'est plus compliqué. C'est effectivement écrire l'histoire d'un label, d'un espèce d'un petit bateau que moi je suis en train de guider avec, j'espère, une certaine cohérence, une certaine
passion. Effectivement, driver l'histoire d'une marque, c'est toujours un peu compliqué. Mais justement, tout à l'heure, je faisais exprès le parallèle entre les marques et les artistes qui deviennent elles-mêmes des marques artistes. Peut-être qu'il est temps de faire briller des marques, encore une fois, comme Red Bull sait bien le faire, quoi. On peut peut-être dire un mot de la French Touch. On parlait, ce matin, on avait Cathy Guetta. On voit qu'il y a quand même sur le créneau. Non, je ne vous compare pas du tout à Cathy Guetta, mais on parle de la French Touch ou le French Blush. J'ai bien vu que. Pas du tout de comparaison possible. Simplement, est-ce que vraiment, en ce moment, il y a une French Touch dans le domaine de la musique électronique, de la musique tout court? Ça fait depuis 1995 que ça dure et ça se passe. Les marques internationales s'intéressent à vous. Bien sûr. Mais encore une fois, notre part de marché, c'est 80% à l'étranger et 20% en France. Donc on se porte plutôt pas mal à l'étranger. Et oui, les marques. On a fait pas mal de collaboration avec des marques, notamment par exemple Nike, avec qui on a travaillé. Mais ça s'est fait naturellement. Mais Nike aussi, ça fait partie de ce genre de marque, un peu comme Red Bull, qui aime bien les longues histoires et les longues amitiés. Et nous aussi. Ce sera le mot. Il n'y a pas que Nike. Hein. C'est vrai que je voudrais aussi remercier au passage notre cher client Renault, avec qui on a fait cette belle histoire avec Twizy. On est en train de réfléchir à d'autres histoires autour de la musique. Avec qui Twizy, non? C'était qui au final? C'était qui l'artiste C'était David Guetta, formidable, et Cathy Guetta, d'ailleurs le duo. Et on a ouvert une brèche et on travaille maintenant sur d'autres projets à long terme. Et voilà, c'est vrai que quand on a en face des partenaires qui ont une vision long-termiste, c'est formidable. Et on a un vrai plaisir à travailler avec Moxie, un vrai plaisir à travailler avec Renault. Donc l'info, c'était que Renault avait d'abord été proposé à Daft Punk. J'ai rien dit. Bon, merci beaucoup en tout cas Pedro Winter, qu'on applaudit merci pour sa franchise.